6 minutes, c'est tout ce que ça a duré. 6 minutes, et le visage de la diplomatie mondiale venait de changer. À Washington, Benjamin Idnan descendait de la tribune de la Maison-Blanche aux côtés de Donald Trump. Grand sourire, promesse de paix, discours sur la civilisation. Tout allait bien en apparence, sauf qu'à des milliers de kilomètres de là, dans un bureau feutré de l'Élysée, un homme de 39 ans ne souriait pas du tout. Sébastien Lecornu regardait la scène, et son regard disait absolument tout, parce qu'il avait vu quelque chose que personne d'autre n'avait capté. Un mot, un seul mot glissé dans le discours de Nedaï. Et ce mot-là allait tout faire basculer. Mais rembobinons. 3 jours avant cette scène, un lundi matin gris comme Paris, c'est si bien les faire, une enveloppe scellée avait atterri sur le bureau de Lecornu. Tampon, confidentiel défense. Expéditeur le renseignement militaire français. Et ce qu'il a lu en l'ouvrant l'a fait se redresser d'un coup sur sa chaise. À Washington, quelque chose se tramait dans l'ombre. Le rapport était formel selon des sources croisées au sein du renseignement et de l'administration américaine. Le Premier ministre israélien s'apprêtait à accepter publiquement le plan de paix de Trump. En apparence, un geste d'ouverture. En réalité, un calcul glacial. Des clauses de sortie soigneusement dissimulées lui garantissaient la possibilité de reprendre les opérations militaires à tout moment. Et c'est là que le piège devenait redoutable. Trump obtiendrait sa victoire médiatique. Le Premier ministre lui décrocherait le soutien américain pour poursuivre la guerre. Et le monde entier croirait qu'Israël cherchait sincèrement la paix. Tout le monde y gagnait. Sauf la vérité. Lecornu, lui, n'était pas dupe. Il connaissait le dirigeant israélien depuis des années, depuis l'époque où il était ministre de la Défense. Ils avaient négocié ensemble, partagé des dîners diplomatiques entre Tel Aviv et Paris. Il savait exactement à qui il avait affaire, un survivant politique, un homme capable de dire une chose et d'en faire une autre sans le moindre scrupule. Mais cette fois, l'enjeu dépassait les frontières d'Israël. Ce n'était plus seulement son propre gouvernement qu'il manipulait, c'était le président des États-Unis lui-même. Et si Trump tombait dans ce piège, les conséquences ne s'arrêteraient pas à Washington. C'est toute l'Alliance Atlantique qui risquait d'en payer le prix. Lecornu décrocha son téléphone et appela directement Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Pendant 3 heures, les deux hommes décortiquèrent ligne par ligne le plan de paix américain qui venait de fuiter. Et sur le papier, il faut le reconnaître, ça avait de la gueule. Fin immédiate des hostilités, libération des otages, aide humanitaire, à grande échelle, démilitarisation du Hamas, mise en place d'un gouvernement technocratique de transition à Gaza. Révolutionnaire en apparence. Sauf que Lecornu, lui, ne lisait pas ce plan avec des lunettes roses. Il voyait les failles, et elles étaient partout. Le texte parlait d'un retrait israélien vers la ligne convenue. Quelle ligne convenue par qui? Aucune précision. Le Hamas devait rendre ses armes. Très bien. Mais qui vérifie? Quel mécanisme de contrôle? Rien. Le silence total. C'était exactement le genre de document taillé sur mesure, pour permettre de dire oui devant les caméras, tout en gardant toutes les cartes en main, pour dire non dans les coulisses. Le lendemain, Lecornu convoqua une réunion ultra confidentielle du Conseil de défense. Macron était là, entouré des chefs militaires et du directeur de la DGSE. Quand Lecornu termina son briefing, Macron posa la seule question qui comptait: on fait quoi? Et Lecornu avait sa réponse. 3 actions. D'abord, contacter Washington en coulisses pour partager les inquiétudes françaises. Ensuite, préparer une position officielle claire et nette. Et enfin, si l'adversaire jouait son petit jeu, être prêt à le dénoncer publiquement. Un silence pesant tomba sur la salle, parce que tout le monde comprenait ce que ça impliquait. Dénoncer publiquement, ça voulait dire une crise potentielle avec Israël, des tensions ouvertes avec Washington, un possible isolement diplomatique de la France. Mais Macron hocha lentement la tête et lâcha. Fais-le, mais sois prudent, l'adversaire est redoutable. Lecornu décida de passer par la voie diplomatique directe. Un appel confidentiel fut mis en place avec le conseiller à la sécurité nationale américain, au cours duquel il exposa avec courtoisie mais sans détour les inquiétudes de Paris. La réponse qu'il reçut fut tout sauf rassurante, des formules creuses du type « Nous avons confiance en lui » ou « Trump entretient une relation personnelle forte ». Le message était limpide. Washington avait choisi son camp et ne souhaitait pas qu'on vienne troubler la fête. Trump voulait sa victoire diplomatique et on la lui servait sur un plateau. Face à ce mur, Lecornu changea de stratégie. Si l'Amérique refusait d'écouter en coulisses, alors il faudrait parler devant les caméras. Il demanda à son équipe de rédiger un discours destiné à une conférence de presse programmée le jour même de l'annonce officielle. Un discours conçu pour poser publiquement les questions que personne dans les cercles de pouvoir n'osait formuler. Le 29 septembre 2025, la mise en scène battait son plein à Washington. Les caméras du monde entier étaient braquées sur la Maison-Blanche. Trump accueillit son invité avec une chaleur toute théâtrale. « Mon ami, nous allons faire l'histoire aujourd'hui. » Puis il parla pendant une demi-heure, enchaînant les superlatifs. C'est potentiellement l'un des plus grands jours de la civilisation. Nous sommes au-delà de très proches. 20 points furent détaillés: fin de la guerre, libération des otages, aide humanitaire, démilitarisation du Hamas. Sur le papier, tout semblait parfait. Trop parfait. À 7000 km de là, il était 20h30 à Paris.
Le Cornu observait la scène depuis Matignon, entouré de plusieurs écrans diffusant CNN, BBC, Al Jazeera. Tous montraient les mêmes images triomphales. Mais lui ne regardait pas le spectacle. Il prenait des notes repérant méthodiquement chaque formulation vague, chaque promesse dépourvue de garanties concrètes. Alors là, on arrive au moment clé. Le moment où tout bascule, et croyez-moi, si vous ne faites pas attention, vous passez complètement à côté. Nedaï s'approche du micro. Ambiance solennelle. Caméra braquée, tout le monde retient son souffle. Et il lâche. Je soutiens votre plan pour mettre fin à la guerre à Gaza. Il ramènera tous nos otages, démantèlera le Hamas, garantira qu'il ne menace plus jamais Israël. Standing ovation dans la salle. Trump, grand sourire, visiblement ravi. Les journalistes s'emballent sur Twitter. Percée historique. Nedaï accepte le plan de paix. Bref, tout le monde est en mode célébration. Sauf un mec, le Cornu. Lui, il ne sourit pas. Parce qu'il a capté un truc que personne d'autre n'a vu. Trump enchaîne. Si le Hamas rejette l'accord, vous aurez notre soutien total pour faire ce que vous avez à faire. Et Nedaï rajoute l'air de rien. Cela peut se faire de la manière facile ou difficile, mais cela sera fait. Le Cornu appuie sur pause. Il réécoute, puis il se tourne vers son équipe. Vous avez entendu, il ne dit pas « quand nous atteindrons la paix ». Il dit « si le Hamas rejette ». Il a déjà prévu qu'ils vont rejeter. Son conseiller Pierre Lévy hoche la tête. Exactement comme notre rapport. Nedaï veut que le Hamas rejette le plan. Comme ça, il dira « j'ai essayé, ils ont refusé ». Et Trump lui donnera carte blanche pour continuer la guerre. Et le timing, mes amis. 21h. Juste assez tard pour que les médias diffusent l'accord en boucle toute la nuit, mais pas assez pour que quiconque ait le temps de l'analyser avant le lendemain. C'est chirurgical. Alors là, on arrive au moment où tout bascule. Le Cornu descend à la salle de presse. Une vingtaine de journalistes l'attendent, et dans leur tête, c'est simple, il va féliciter Trump, féliciter le Premier ministre israélien, et basta. Sauf que personne, absolument personne dans cette salle n'était prêt pour ce qui allait suivre. Il s'installe derrière le pupitre, voix calme, posée, déterminée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a quelques heures, le président Trump et le Premier ministre israélien ont présenté un plan pour Gaza. La France reconnaît les efforts américains. Jusque-là classique, diplomatique, rien de fou. Et puis il marque une pause. Et il lâche le mot. Celui qui change absolument tout, cependant. Cependant, la France a des questions sérieuses sur la sincérité de certains acteurs dans ce processus. Et là, les journalistes se redressent. Parce que ce cependant, en diplomatie, c'est pas juste un mot de transition. C'est une grenade dégoupillée. Le Cornu vient de franchir une ligne. Il continue. J'ai lu attentivement le plan. Il contient des éléments positifs, mais aussi de nombreuses ambiguïtés qui pourraient permettre à des partis de mauvaise foi de paraître engagés pour la paix, tout en maintenant leur capacité à poursuivre la guerre. Et là, attention, il sort une feuille. Et il devient chirurgical. Le plan dit qu'Israël se retirera vers la ligne convenue. Quelle ligne? Qui l'a définie? Le plan ne le dit pas. Le Hamas doit se démettre de ses armes, qui vérifie comment le plan ne le dit pas. Un conseil de paix, dirigé par Trump, quel mandat? Quel pouvoir? Le plan ne le dit pas. 3 questions, 3 trous béants, et à chaque fois la même réponse qui claque le plan ne le dit pas. Puis le Cornu regarde droit dans la caméra, et il pose la question, celle qui va faire le tour du monde. La France a une question simple pour le Premier ministre israélien. Pourquoi avez-vous dit « je soutiens votre plan » plutôt que « j'accepte votre plan » Pourquoi avez-vous dit si le Hamas rejette, plutôt que « quand nous atteindrons la paix », ces mots ne sont pas des accidents. Ces mots révèlent des intentions. Silence total dans la salle. Un ministre français venait de remettre publiquement en question la sincérité du Premier ministre israélien, devant le monde entier, en direct. Puis il enchaîna toujours avec ce ton mesuré qui rendait chacune de ses phrases encore plus lourde. La France croit en la paix véritable, pas en la paix théâtrale. Et là, il posa le cadre 3 conditions. 3 piliers comme il les appela. Des engagements clairs, des mécanismes de vérification robustes et une volonté sincère de toutes les parties. Et il démonta le plan point par point, le premier élément partiellement présent, le second absent. Le troisième, il marqua une pause. Nous avons de sérieux doutes. Un journaliste de Reuters leva la main. Êtes-vous en train d'accuser Israël de mauvaise foi? Et c'est là que ça devint magistral, parce qu'il ne tomba pas dans le piège. Il répondit calmement, et je dis bien calmement, je ne fais aucune accusation. Je pose des questions que tout le monde devrait poser. Et il les posa ces questions, une par une. Pourquoi accepter un plan bourré d'ambiguïté? Pourquoi un leader qui cherche vraiment la paix laisserait autant de portes de sortie? Et puis il retourna la charge. Le dirigeant peut facilement le prouver. Qu'il accepte des mécanismes de vérification internationaux indépendants, qu'il accepte la supervision de l'ONU, qu'il accepte un calendrier clair avec des conséquences en cas de non-respect. S'il accepte tout ça, je m'excuserai personnellement et publiquement. Mais s'il refuse, et il laissa la phrase en suspens. Le silence dans la salle, mes amis. Le silence. Un autre journaliste tenta le coup. N'avez-vous pas peur d'isoler la France?
Les États-Unis et Israël pourraient voir cela comme une trahison. Et là, il sourit, tristement. Vous savez ce qui isole véritablement une nation. Ce n'est pas le fait de dire la vérité, c'est le silence quand la vérité exige d'être entendue. La France s'est tue trop souvent, sur le Rwanda, sur la Bosnie. Personnellement, je préfère une France isolée mais honnête plutôt qu'une France populaire mais complice. Et il a poursuivi. J'ai un dernier mot pour mes homologues européens. On connaît tous le scénario. De beaux accords, des poignées de main devant les caméras, des promesses de paix. Et puis, quelques semaines passent, la violence reprend, et tout le monde joue la surprise. On ne peut plus se permettre ce cycle-là. Alors oui, je pose des questions qui dérangent. Oui, je remets en cause ce que d'autres valident les yeux fermés. Parce que la vraie paix, elle mérite mieux que des applaudissements de façade. La dernière question est venue d'un journaliste israélien. Netanyahou est au pouvoir depuis des décennies. Vous, ça fait 20 jours. C'est pas un peu présomptueux de venir questionner son jugement? Il n'a pas scié. L'expérience compte, oui, mais faut pas confondre expérience et sagesse. Tu peux avoir 30 ans d'expérience dans la guerre et pas un seul jour dans la construction de la paix. Netanyahou, c'est un survivant politique brillant, personne ne dit le contraire. Mais survivre en politique, c'est pas la même chose que diriger vers la paix. Et quant à mon âge, oui, vous avez raison. Je suis jeune, je suis nouveau. Mais peut-être que c'est exactement ce dont ce conflit a besoin. Quelqu'un qui n'est pas usé par des décennies de cynisme. Et là, le cornu quitte la salle. En coulisses, son équipe l'attend. Les téléphones explosent. Reuters, AFP, tout le monde veut une réaction. Le ministère israélien vient de publier un communiqué disant que vos commentaires sont profondément décevants. Il hoche la tête. Il s'y attendait. Son téléphone sonna. Numéro privé. Préfixe américain. C'était Donald Trump. Et là, sa voix forte mais clairement contrariée. Sébastien, qu'est-ce que tu viens de faire? Le cornu lui resta calme. J'ai dit la vérité telle que la France la voit. N'est-ce pas ce que font les alliés? Trump enchaîna immédiatement. Les alliés se soutiennent mutuellement. On vient d'annoncer un plan historique, et toi, 1 heure plus tard, tu le remets en question. Et c'est là que le cornu lâcha une phrase assez dingue. Ça ressemble plutôt à quelqu'un qui se soucie assez de vous pour vous dire la vérité, plutôt que de vous laisser vous faire piéger. Silence. Un vrai silence. Puis Trump, piégé, tu penses que Netanyahou me piège? Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, oui. Je pense qu'il vous utilise pour obtenir une couverture diplomatique afin de continuer la guerre. Et là, Trump sembla réfléchir. Il dit simplement « Explique-moi ». Le cornu inspira longuement avant de reprendre la parole. Monsieur le Président réfléchissait à la manière dont les choses se sont déroulées. Netanyahou débarque. Il dit exactement ce que vous voulez entendre. Il accepte votre plan. Les médias sont en extase. Bravo. Sauf que, regardez bien les mots qu'il a choisis. Il a dit « Je soutiens votre plan ». Il n'a pas dit « J'accepte ». Il n'a pas dit « Je m'engage ». Ce sont des formulations vagues, non contraignantes. Et ensuite il ajoute « Si le Hamas rejette ». Pourquoi si? Pourquoi pas quand nous atteindrons la paix? Parce qu'il sait pertinemment qu'ils vont rejeter. Et quand ils rejetteront parce qu'ils le feront, vous lui avez déjà déclaré devant les caméras « Tu auras notre soutien total pour faire ce que tu as à faire ». Vous venez littéralement de lui signer un chèque en blanc. Ce qui va se passer maintenant, c'est simple. Il va s'assurer que le Hamas rejette, et ensuite il reviendra vers vous en disant « Vous voyez, j'ai essayé. Vous étiez témoin. Maintenant, je n'ai pas le choix. Je dois continuer la guerre, et vous avez promis de me soutenir. » Le silence s'installa. Plusieurs secondes passèrent, sans que personne ne dise un mot. Quand Trump reprit la parole, sa voix avait changé. Il semblait déstabilisé. « Tu penses vraiment qu'il serait capable de faire un truc pareil? Je ne pense pas. Je sais. Nos services de renseignement ont intercepté des communications en provenance directe du bureau de Netanyahou. Il a confié à ses proches qu'il ne croit absolument pas que le Hamas acceptera, et que s'ils acceptent, malgré tout, il trouvera un moyen de démontrer qu'ils violent les termes de l'accord. » Trump ne dit rien pendant un moment. Puis il lâcha « Si t'as raison, je vais passer pour un con. » Non, monsieur le président. Si j'ai raison et que vous bougez maintenant, vous passez pour un leader qu'on ne manipule pas. Par contre, si vous ignorez ce que je vous dis, et que Netanyahou fait exactement ce que je décris, là ouais, l'histoire sera pas tendre avec vous. Tu me conseilles quoi alors? C'était la première fois qu'il posait la question au lieu de donner des ordres. Blinder le plan avec des garanties. Exiger des mécanismes de vérification internationaux indépendants. Dites à Netanyahou que sans supervision de l'ONU, il n'y a pas de deal. Clarifiez que votre soutien dépend du respect réel de l'accord. Si vous faites ça, vous êtes le président qui a vraiment ramené la paix. Si vous ne le faites pas, vous êtes celui que Netanyahou a roulé dans la farine. C'est votre choix, monsieur le président. Trump poussa un long soupir à l'autre bout du fil. Tu joues un jeu dangereux, Sébastien. Netanyahou est puissant. Il a des amis partout, des amis riches. Le cornu ne s'y a pas. Je sais. Mais j'ai quelque chose qu'il n'a pas. J'ai raison. Et tôt ou tard, la vérité finit toujours par l'emporter. Il y eut un silence, puis Trump reprit d'un ton plus grave. J'espère que tu sais ce que tu fais, parce que si tu te trompes, tu passeras pour un amateur arrogant, ni plus ni moins. Et si j'ai raison, lança le cornu,
Trump marqua une pause. Alors tu seras un héros, admit-il. Mais tu auras aussi fait un ennemi mortel. Netanyahou ne pardonne jamais. Jamais. Je peux vivre avec ça, répondit le cornu la voix posée. Ce avec quoi je ne peux pas vivre, c'est me taire et regarder des milliers d'autres personnes mourir. La ligne devint silencieuse. Trump avait raccroché. Sans un mot. Sans un au revoir. À 2h30 du matin, les premières nouvelles tombèrent. CNN annonçait que Trump avait convoqué une réunion d'urgence avec son équipe. Et puis à 4h15, l'impensable arriva. La Maison-Blanche publia un communiqué clarificatoire stipulant que Trump attendait de toutes les parties d'Israël, compris qu'elles respectent intégralement les termes de l'accord, et que le soutien américain était désormais conditionné à une mise en œuvre réelle et vérifiable. Ce n'était pas exactement ce que le cornu avait exigé, mais c'était un pas dans la bonne direction. Un signal clair. Trump avait entendu l'avertissement. De l'autre côté de la Méditerranée, à Tel Aviv, Netanyahou lisait ce communiqué à 5h15 du matin. Il n'avait pas fermé l'œil, et il savait parfaitement ce qui venait de se passer. Ce jeune ministre français venait de réussir quelque chose que personne n'avait osé tenter. Il avait défié Netanyahou en public, et surtout il avait fait douter Trump. 10h10, conférence de presse à Jérusalem. Netanyahou prend la parole le visage fermé. Et là, il lâche un truc assez dingue. Il dit en gros « Je viens d'apprendre que le Premier ministre français remet en question la sincérité d'Israël dans sa quête de paix. » Il trouve ça, je cite, « profondément troublant. » Et il ajoute « La France prétend être un ami mais choisit ce moment pour semer le doute. » Bon, déjà on voit le ton. C'est pas du tout diplomatique, c'est du Netanyahou pur jus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un journaliste français dans la salle l'interrompt direct. Le mec lui dit « Attendez, Lecornu n'a pas remis en cause votre droit à la sécurité. Il a juste posé des questions sur les zones floues du plan. Vous pouvez y répondre. » Une question légitime posée calmement. Et la réponse de Netanyahou, elle était magistrale dans l'arrogance. Il répond « Je ne prends pas de leçon de paix d'un homme qui est au pouvoir depuis 20 jours. Vous savez combien de crises j'ai gérées en 30 ans. Voilà. » Argument d'autorité, zéro réponse sur le fond. Et il enchaîne sur les mécanismes de vérification en disant en substance « On a déjà essayé. L'ONU était à notre frontière et ils ont regardé le Hezbollah se réarmer, le Hamas construire des tunnels. Ils n'ont rien fait. » Et quand un autre journaliste lui demande s'il accepterait une supervision internationale indépendante, il secoue la tête et lâche cette phrase « La seule garantie de la sécurité d'Israël, c'est Israël. On ne confiera jamais notre survie à des bureaucrates de l'ONU qui votent contre nous à chaque occasion. » C'est précisément ce que Lecornu avait anticipé, et la presse commençait à s'en rendre compte. Sur Twitter, les analystes soulignaient une contradiction flagrante. Netanyahou prétendait vouloir la paix, tout en rejetant chaque mécanisme susceptible de la garantir. Depuis Paris, Lecornu suivait la conférence en direct. Quand il n'y a pas de supervision, les lignes bougent, lâcha-t-il à mi-voix. Il est en train de se piéger tout seul. Son conseiller acquiesça mais nuança. Regardez comment il s'y prend. Il ne refuse pas frontalement. Il dit « On a déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. » C'est bien plus subtil que ça. Ça lui donne une image de modération. Les 48 heures qui suivirent furent décisives. Les médiateurs qataris et égyptiens retrouvèrent le Hamas à Doha pour examiner le plan. La planète entière retenait son souffle. Mais Lecornu, lui savait déjà comment ça allait tourner. 16 heures, le 1er octobre. L'annonce tombe. Le Hamas rejette le plan. Et franchement, est-ce que quelqu'un est surpris? Parce que les raisons avancées, on les connaissait déjà. Pas de garantie sur la fin de l'occupation. Aucune reconnaissance claire du droit à un État palestinien. Zéro mécanisme pour empêcher Israël de relancer ses opérations militaires. Bref, exactement ce que Lecornu avait anticipé. Mot pour mot. 2 heures plus tard, 18 heures, Lecornu prend la parole depuis Matignon. Et là, le ton est différent. Pas de colère, pas de triomphalisme non plus. Juste une tristesse profonde. Il dit « Le Hamas a rejeté le plan. J'aurais voulu avoir tort. J'aurais sincèrement voulu être trop sceptique. Mais malheureusement, les événements ont confirmé mes pires craintes. Il y a 2 jours, j'ai posé des questions précises. Ces questions sont restées sans réponse. Et aujourd'hui, le Hamas rejette le plan pour exactement les raisons que j'avais soulevées. Et c'est ça qui est brutal. C'est pas un « je vous l'avais dit » triomphant. C'est un homme qui aurait préféré se tromper. Maintenant, regardons ce qui se passe concrètement. Le Hamas rejette le plan. Et qu'est-ce qu'on entend? Ah, c'est la preuve qu'ils ne veulent pas la paix. Peut-être. Probablement même. Mais posons-nous la vraie question. Est-ce qu'on leur a vraiment coupé l'herbe sous le pied? Est-ce qu'on a mis sur la table une proposition tellement blindée, tellement juste, tellement limpide, que n'importe quel refus aurait immédiatement désigné celui qui dit non, comme le seul obstacle à la paix? Non. On ne l'a pas fait. Et du coup, qu'est-ce qui va arriver? Je vais vous le dire. Netanyahou va se lever et dire « Vous voyez, j'ai tendu la main, ils ont craché dessus, donc je continue la guerre. » Et Trump, de son côté, va se sentir obligé de tenir sa promesse de soutien total. C'est exactement, et je dis bien exactement, le scénario que j'ai décrit il y a 2 jours. Tout était écrit.
Mais nous, on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. On va continuer à insister sur une véritable paix. On va proposer notre propre cadre avec des garanties internationales. Et on va continuer à dire la vérité même quand elle dérange, même quand elle met mal à l'aise, parce que c'est ça le véritable leadership. C'est pas de faire plaisir à tout le monde, c'est d'avoir le courage de dire ce que personne ne veut entendre. Dans les semaines qui suivirent les faits, donnèrent largement raison à l'analyse du ministre français. Netanyahou fit exactement ce qui avait été prédit. Il déclara que le rejet du plan par le Hamas ne laissait à Israël d'autre option que la poursuite des opérations militaires. Classique. Sauf que cette fois, la réaction internationale ne fut pas la même. L'Union européenne, galvanisée par la position de Paris, vota une résolution exigeant des garanties internationales contraignantes. Plusieurs capitales européennes commencèrent à évoquer ouvertement la reconnaissance d'un État palestinien. Et même de l'autre côté de l'Atlantique, des élus du Congrès, oui du Congrès américain, se mirent à questionner publiquement le soutien inconditionnel à Israël. Quant à Trump, il devint nettement plus mesuré. Il ne lâcha pas Israël, non. Mais les chèques en blanc, c'était terminé. Et pour le cornu dans tout ça, qu'est-ce qu'il a gagné concrètement? Eh bien, c'est compliqué. Parce que d'un côté, sa stature internationale, elle a explosé. Le mec se fait inviter dans des forums des leaders européens, le consulte, le New York Times, le salue comme une nouvelle voix de raison en Europe. Pas mal, hein? Sauf que de l'autre côté en France, c'est le bordel. Les socialistes lâchent rien avec leurs menaces. Le Pen continue d'exiger des ruptures. Les syndicats ont fait grève. En gros, t'as un Premier ministre qui brille à l'étranger, mais dont le gouvernement est littéralement au bord de la chute chez lui. Et d'ailleurs, un journaliste lui a posé la question cash en interview. Vous avez gagné en stature internationale, mais votre gouvernement est au bord de la chute. Était-ce le bon moment pour cette confrontation? Et là, le cornu, il marque une pause. Il réfléchit avant de répondre. On me pose souvent cette question, mais formulée autrement. On me dit « Tu aurais dû régler tes affaires internes d'abord. » Sauf que voilà, il n'y a jamais de bon moment pour dire la vérité. Jamais. Si j'avais attendu d'être dans une position stable, j'attendrais encore aujourd'hui. Le leadership, c'est pas attendre que les étoiles s'alignent. C'est faire ce qui est juste au moment où ça doit être fait, peu importe ce que ça te coûte personnellement. Et oui, peut-être que ça me coûtera mon poste. Peut-être que dans 2 semaines, je ne serai plus Premier ministre. Mais le jour où je partirai la tête haute en sachant que j'ai dit la vérité quand elle devait être dite. L'interview a été visionnée des millions de fois. Un phénomène inattendu se mit en place. Le cornu dont les sondages dégringolaient depuis des semaines vit soudain la tendance s'inverser. Et le plus fascinant dans tout ça, c'était pas forcément ses partisans qui changeaient d'avis. Non, c'était des Français lambda, des gens qui étaient pas d'accord avec toute sa politique, mais qui commençaient à percevoir un truc qu'on n'avait pas vu en France depuis très très longtemps, un mec qui dit ce qu'il pense. Un mec qui, quand on lui met la pression, il plie pas. Il recule pas. Il assume. Et puis arrive le 3 janvier 2026, 4 mois après cette conférence qui avait tout fait basculer. Et là, accrochez-vous parce que ce qui se passe, c'est du jamais vu. L'Arabie saoudite annonce officiellement qu'elle soutient la proposition française de garantie internationale. Et pas juste en parole, elle est prête à mettre de l'argent sur la table. Vous réalisez ce que ça veut dire? C'est un séisme géopolitique. MBS, Mohamed Ben Salmané, s'aligne sur la France. Pas sur les États-Unis, sur la France. Le cornu reçoit alors un appel. Et le message est clair. Son Altesse royale aimerait vous inviter à Riyad pour discuter d'une initiative conjointe. Quand pourriez-vous venir? Le cornu avait une semaine absolument cruciale devant lui. Mais il le savait. Ce genre d'opportunité, ça passe qu'une fois. Sa réponse? Je peux être là dans 3 jours. Le 6 janvier, le cornu pose les pieds à Riyad. Et là, l'accueil, extraordinaire. Le lendemain, il se retrouve face à MBS. La réunion devait durer 1 heure. Elle en dura 5. Pourquoi? Parce que ces deux-là se sont trouvés. 2 réformateurs, 2 types fatigués du statu quo, 2 mecs prêts à prendre des risques. Et MBS lâche une phrase lourde de sens. Vous avez fait ce que personne n'avait osé. Vous avez dit tout haut ce qu'on pensait tout bas. Maintenant, il faut aller plus loin, créer une alternative réelle. Et c'est exactement ce qui se passe. De cette rencontre naît l'initiative Riyad Paris. On parle d'une force internationale de 10 000 soldats pour Gaza, d'un calendrier clair découpé en 5 phases, de garanties de sécurité pour Israël, de 50 milliards de dollars sur 10 ans pour reconstruire Gaza, et surtout, d'un mécanisme de vérification transparent avec des rapports mensuels rendus publics. En gros, c'était tout ce que le plan Trump-Netanyahou n'était pas clair, contraignant, vérifiable. Le 15 janvier, le cornu débarque à Bruxelles pour présenter l'initiative. Et là, la réaction est divisée classique. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se passe en parallèle. La société civile européenne, elle se rallie massivement. On parle de manifestations de soutien dans 12 capitales, une pétition qui récolte 2-3 millions de signatures, le hashtag Riyad Paris qui devient viral. C'est énorme. Et puis le 20 janvier, le cornu fait un truc assez inhabituel pour un ministre.
Il enregistre une vidéo de 10 minutes où il explique l'initiative en termes simples et il la balance directement sur YouTube. Pas de filtre, pas de porte-parole, juste lui face caméra. Il dit « Mes chers concitoyens, je veux vous parler. Il y a 4 mois, j'ai dit que le plan Trump n'était pas assez solide. Beaucoup m'ont critiqué. Mais j'avais raison. Maintenant, avec l'Arabie Saoudite, nous avons créé quelque chose de nouveau. Pas un plan vague, mais un cadre concret avec des garanties réelles. Je ne sais pas si cela réussira, mais nous devons essayer. J'ai besoin que vous fassiez pression sur vos gouvernements parce que la paix vient de la volonté populaire. 15 millions de vues. 15 millions. Pour la première fois, un plan de paix captivait l'imagination populaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Le 1er février, c'était le moment de vérité. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprêtait à voter sur l'initiative. Et la veille, Le Cornu reçoit 3 appels absolument décisifs. Le premier, Donald Trump en personne. Et là, Trump lui lâche cash « Écoute, tu sais très bien que je peux pas soutenir ton truc publiquement. Ça reviendrait à admettre que mon plan n'était pas à la hauteur. » Et Le Cornu, sans se démonter, lui répond « Vous n'avez même pas besoin de la soutenir. Tout ce qu'il faut, c'est que vous n'utilisiez pas votre veto. Laissez la communauté internationale trancher. » Et là, long silence au bout du fil. Trump finit par dire « Si je fais ça, on va me démolir politiquement. » Le Cornu concède « C'est possible, mais l'histoire, elle vous jugera sur les résultats. Est-ce que vous voulez vraiment être le président qui a bloqué une chance de paix, juste parce qu'il avait peur de Netanyahou ?» Nouveau silence. Et puis Trump lâche « Tu sais quoi, gamin, t'as du cran, ok? Je vais pas utiliser mon veto. Les États-Unis s'abstiendront. » Et ça, mes amis, c'était bien au-delà de ce que Le Cornu osait espérer. Le deuxième appel, c'était que Netanyahou. Et là, attention, c'est leur toute première conversation en direct, leur premier échange réel. Et dès les premières secondes, le ton est posé. Netanyahou attaque directement. « Monsieur le Premier ministre, vous réalisez ce que vous êtes en train de faire. Vous imposez un plan à Israël sans notre consentement. » Boum. Pas de bonjour, pas de politesse diplomatique. On rentre dans le dur immédiatement. Et la réponse, elle est chirurgicale. Avec tout le respect, je ne vous impose rien. Je propose un cadre. Vous êtes parfaitement libre de le rejeter. Mais si vous le faites, le monde entier saura que c'est Israël qui a dit non à une paix vérifiable. Vous comprenez la mécanique. Il ne force rien. Il retourne la pression. C'est pas lui qui impose, c'est l'autre qui devra assumer son refus devant le monde entier. Netanyahou insiste. Vous me mettez dans une position impossible. Et la réponse est d'une froideur absolue. Non, je vous mets dans une position où vous devez choisir entre la vraie paix et la guerre perpétuelle. C'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Franchement, relisez ça. C'est une phrase qui met fin à toute tentative de victimisation. Tu ne peux pas jouer les martyrs quand l'autre te propose littéralement la paix. Et c'est là que Netanyahou change complètement de stratégie. Il passe du mode confrontation au mode transaction. Écoutez Sébastien, nous sommes pragmatiques. Que voulez-vous vraiment? Plus d'influence pour la France. Des contrats de défense. Dites-moi votre prix. Vous captez ce qui se passe? Il essaie d'acheter la situation. Il cherche le levier, l'intérêt caché, le deal derrière le discours. Et la réponse, elle est d'une dignité totale. Il sent la colère monter, mais il la contrôle. Et il lâche « Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas à vendre. Je veux simplement que cette guerre se termine. Si vous pensez que c'est impossible, nous n'avons plus rien à nous dire. » Point final. Pas de négociation, pas de porte ouverte. C'est un mur. Et Netanyahou, en dernier recours, sort la menace « Vous faites une erreur qui pourrait vous coûter votre carrière. » Froidement. C'est une mise en garde. Et la réponse qui clôt tout « Ma carrière ne m'intéresse pas autant que vous le pensez. Bonne journée. » Il raccroche. C'est fini. Cet homme vient de refuser un pot de vin déguisé, encaisser une menace directe et raccrocher au nez d'un des dirigeants les plus puissants du monde. Et il a dit « Bonne journée ». Puis vint le troisième appel. Et là, c'est du lourd. Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, celui que Trump avait nommé dans son conseil de paix. Et Blair, il attaque direct. « Sébastien, j'ai lu votre initiative en détail. C'est brillant. C'est tout ce que le plan Trump aurait dû être. » Bon, quand Tony Blair te dit que ton plan est brillant, tu sais que t'as tapé quelque chose de sérieux. Le Cornu, il reste classe. Merci, monsieur Blair, venant de vous, cela compte. Mais Blair, il est pas là pour faire des compliments. Il enchaîne direct avec l'avertissement « Netanyahou ne va pas lâcher facilement. Il va mobiliser tous ses alliés, toute son influence pour torpiller cette initiative. » Et Le Cornu, froidement « Je sais. » Puis il pose la question « Mais pensez-vous qu'elle a une chance ?» Et là, Blair hésite. Tony Blair, le mec qui a traversé toutes les crises du Moyen-Orient depuis 20 ans, et même lui, il marque une pause. Puis il lâche. Honnêtement, si le vote passe demain, si les États-Unis s'abstiennent vraiment, si les pays arabes restent unis, alors oui, pour la première fois depuis des décennies, je pense qu'il y a une vraie chance. Mais parce qu'il y a toujours un mais, Blair ajoute, si cela réussit, vous allez devenir l'un des leaders les plus influents d'Europe. Et si cela échoue, vous serez politiquement détruit. Netanyahou s'en assurera. Êtes-vous prêt? Et Le Cornu ne répondit pas immédiatement. Ce silence-là, il dit tout. C'est le silence d'un homme qui sait exactement ce qu'il risque. Il repensa à tout. 4 mois.
La conférence du 29 septembre, l'appel avec Trump, tous ces moments où il aurait pu choisir de se taire, et il ne l'a pas fait. Monsieur Blair! Il lâche finalement. J'ai 39 ans. Si ma carrière s'arrête demain matin, j'aurai quand même passé plus de temps en politique que la plupart des gens. Mais si aujourd'hui, maintenant je me tais, si je laisse filer cette chance juste parce que j'ai la trouille, alors c'est fini. Je ne pourrai plus me regarder dans une glace. Donc oui, je suis prêt. Et là, on arrive au moment décisif. Le 2 février 2026, 10 heures du matin, New York. Le vote commence au Conseil de sécurité. On lit la résolution portant l'initiative Riyad-Paris. L'ambassadeur français monte à la tribune, 15 minutes de discours. Passionné, intense. L'ambassadeur saoudien prend la parole juste après, il parle de paix réelle, pas de paix de façade, pas de théâtre diplomatique. Et puis le coup de tonnerre. L'ambassadeur américain annonce que les États-Unis s'abstiennent. Des murmures dans la salle, personne ne s'y attendait. L'ambassadeur israélien tente une dernière intervention, mais honnêtement, elle tombe à plat. On sent que c'est fini. Le vote est annoncé pour la Russie, la France, le Royaume-Uni, le Gabon, l'Équateur, Malte, le Japon, le Mozambique, la Suisse, l'Algérie, la Slovénie, la Corée du Sud, le Guyana. Les États-Unis, abstention. 14 pour, 0 contre, une abstention. La résolution passe. Dans la salle de contrôle de Matignon-le-Cornu et toute son équipe suivaient la retransmission en direct. Et là, silence total. Personne ne bouge, personne ne respire. Et puis d'un coup, l'équipe explose en applaudissements. Tout le monde crie, tout le monde se lève. Mais lui, le Cornu, il reste assis. Il essaie encore de comprendre ce qui vient de se passer. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte, 4 mois plus tôt, ce mec posait juste des questions qui dérangeaient. Et là, il vient littéralement de faire passer une résolution de l'ONU qui pourrait changer le cours de l'histoire. Mathilde se jette dans ses bras. Tu l'as fait. Pierre à côté a les larmes aux yeux. Il lâche. Dans 100 ans, les étudiants étudieront ce moment. Mais le Cornu lui reste calme. Toujours cette même froideur. Il dit doucement, ce n'est pas fini. C'était la partie facile. Maintenant, vient la partie difficile, faire que ça fonctionne réellement. Les jours qui suivirent furent un véritable séisme politique. Netanyahou, hors de lui, convoqua une conférence de presse où il qualifia l'ONU de traîtresse et accusa la France d'antisémitisme à peine voilé. Des lobbies pro-israéliens se mobilisèrent immédiatement, orchestrant des campagnes de déstabilisation. Des menaces de mort affluèrent. La sécurité autour de Le Cornu fut considérablement renforcée et sa famille dut être évacuée vers une résidence protégée. Mais voilà ce que personne n'avait anticipé. En France, le soutien populaire ne monta pas, il explosa littéralement. En l'espace d'une semaine, son taux d'approbation bondit de 34% à 61%. À travers toute l'Europe, des manifestations de solidarité se multiplièrent. L'homme n'était plus un simple ministre, il était devenu un symbole de courage moral sur la scène internationale. Et le plus bouleversant se produisit au Moyen-Orient même. À Gaza, au milieu des ruines et de la désolation, des manifestations pour la paix éclatèrent. Des banderoles rédigées en français surgirent dans les décombres. Merci France, merci Le Cornu. Le 10 février, une délégation composée de familles de victimes palestiniennes et israéliennes se rendit à Paris. Le Cornu les accueillit en privé. Une mère palestinienne, elle avait perdu ses 3 enfants, lui serra les mains. Et elle dit simplement « Merci d'avoir essayé ». Un père israélien, lui dont le fils avait été tué, déclara « Je ne suis pas d'accord avec tout, mais je respecte votre courage ». La réunion dura 3 heures. Quand elle prit fin, Le Cornu avait les yeux rouges. Et puis, le 20 février, Netanyahou fit quelque chose que personne n'avait vu venir. Dans une interview, il lâcha « Écoutez, je pense que l'initiative française a de sérieux problèmes, mais peut-être qu'on peut en discuter. Peut-être qu'il y a des éléments négociables. » C'était la première fissure, la première vraie fissure dans son opposition. Dans les semaines qui ont suivi, des négociations discrètes se sont mises en place. D'un côté la France, l'Arabie saoudite, l'Égypte, de l'autre Israël et les États-Unis, et le Hamas via le Qatar. C'était long, c'était compliqué, c'était bourré d'obstacles, mais c'était un processus. Et franchement, c'était toujours mieux que la guerre. Le 15 mars 2026, soit exactement 6 mois après cette conférence historique, un accord préliminaire a été signé. Est-ce qu'il était parfait? Non. Il restait des désaccords, des zones grises. Mais c'était un début. Un vrai début. Le Cornu fut convié à la cérémonie, mais il refusa. « Ce n'est pas mon accord », lâcha-t-il. « C'est celui de tous ceux qui se sont battus pour la paix. Leur moment, pas le mien. » Il suivit tout depuis Matignon. Et quand les signatures tombèrent, Mathilde se tourna vers lui. « Comment tu te sens ?» Long silence. « Soulagé », finit-il par dire. Pas de fierté, pas de triomphe, juste le soulagement de se dire que, peut-être moins de gens allaient crever. Ce soir-là, seul chez lui, il ressortit la lettre de Fatima, cette femme de Gaza qui avait tout perdu. Est-ce qu'elle était encore en vie? Est-ce qu'elle savait? Il ne le saurait sans doute jamais. Mais une chose était sûre, il avait fait ce qu'il croyait juste. Il avait choisi la vérité, alors que mentir aurait été tellement plus simple. Il avait tenu bon sur ses principes quand le compromis lui tendait les bras. Il avait mis sa carrière en jeu quand se taire aurait été la solution la plus safe. Et parfois, c'est littéralement
tout ce qu'un leader peut faire. 3 mois plus tard, en juin 2026, Sébastien Lecornu était là, debout sur une scène à La Haye. Il venait de recevoir une distinction internationale pour leadership moral et courage diplomatique. Et dans son discours, il a lâché une phrase qui résume absolument tout. On me demande souvent comment j'ai eu le courage de défier Netanyahou, de questionner Trump, de risquer ma carrière pour un principe. Et ma réponse est toujours la même, je n'ai pas eu de courage, j'ai juste refusé d'être lâche. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est faire ce qui est juste malgré la peur. Il y a quelques mois, j'ai affirmé que Netanyahou avait trompé Trump, mais qu'il ne pouvait pas me tromper. Non pas parce que j'étais plus intelligent, mais parce que je refusais de l'être. Je refusais de choisir le mensonge confortable plutôt que la vérité difficile. Et c'est exactement pour ça que ce soir du 29 septembre, j'ai parlé. Si je m'étais tu, si j'avais laissé passer cette mascarade, j'aurais peut-être sauvé ma carrière, mais j'aurais perdu mon âme. C'est la leçon que j'espère que les gens retiendront. Ne laissez jamais les puissants vous mentir sans poser de questions. Exigez des preuves. Tenez les leaders responsables. La démocratie, elle crève pas du jour au lendemain. Elle crève à petit feu. À chaque mensonge qu'on laisse passer parce que c'est plus simple. À chaque silence qu'on s'impose parce qu'on a la trouille. Il a marqué une pause. Ça fait 9 mois que je suis Premier ministre. Dans quelques semaines, je serai peut-être plus rien. La politique française, vous la connaissez. La salle a ri. Mais peu importe combien de temps ça dure, je saurai qu'à un moment donné, j'ai fait quelque chose. J'ai dit la vérité. J'ai regardé les puissants dans les yeux, sans baisser le regard. Bah, et si quelque part, un jeune homme ou une jeune femme regarde tout ça et se dit « Moi aussi, je peux avoir ce courage-là », alors franchement, tout aura valu le coup. Parce qu'au bout du compte, on ne sera pas jugé sur combien de temps on a tenu le pouvoir. On sera jugé sur ce qu'on en a fait. Et moi, j'espère, je prie même que quand mon heure viendra, je pourrai dire « J'ai fait ce que je pensais être juste ». Peu importe les conséquences. Et là, l'audience entière s'est levée. Standing ovation. Mais il ne souriait pas de satisfaction. Dans sa tête, c'était Fatima de Gaza. C'était les familles qu'il avait croisées. C'était tous ces gens qui avaient souffert pendant que les politiciens jouaient à leur petit jeu. Et là, en silence, il s'est fait une promesse. Tant qu'il aurait une voix, tant qu'il aurait une plateforme, tant qu'il aurait ne serait-ce qu'une once d'influence, il continuerait à dire la vérité. Parce qu'au bout du compte, Netanyahou avait trompé Trump, mais il n'avait pas réussi à le tromper lui. Et pas parce qu'il était plus intelligent. Non, c'est parce qu'il avait fait le choix de regarder la vérité en face, même quand le mensonge aurait été tellement plus confortable. Et parfois, un moment de vérité peut changer le cours de l'histoire. Ce soir du 29 septembre 2025, un jeune Premier ministre français avait osé poser les questions que personne d'autre ne posait. C'était un de ces moments. Dans un monde de mensonges politiques, de fausses promesses et de théâtre diplomatique, ce simple choix de voir et de dire la vérité était devenu révolutionnaire. L'histoire se souviendrait que ce jour-là, quelqu'un avait refusé d'être trompé. Et ce refus avait changé quelque chose. Contre toute attente, c'était le début d'un changement. Fragile, incertain, menacé, mais un changement quand même. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut espérer.